Bonjour tout le monde, je vois que c'est en train d'arriver petit à petit. Bonjour, bonjour. Alors j'ai en même temps les yeux rivés sur mon compte LinkedIn. Hop, pour la diffusion du live. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est parti. Bonjour, écoutez, bienvenue dans cette masterclass Croissance pour tous. Je vois des têtes connues. Salut Jean-Philippe, ça me fait plaisir de te voir ce soir. Alors pour celles et ceux qui sont connectés dans le Zoom, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer la vidéo et c'est des sessions qui se veulent interactives. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main. On peut aussi vous donner la parole. Franchement, c'est avec plaisir. Déjà, premier test, est-ce que tout le monde m'entend? Si oui, vous pouvez mettre un petit pouce sur la caméra, voilà, ou sinon un petit mot dans le chat que je vais activer de ce pas. Et puis, sachez que cette masterclass est également retransmise en live. Et oui, on est moderne chez Croissance pour tous sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez nous retrouver sur LinkedIn et puis sur nos différentes chaînes YouTube. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette masterclass Croissance pour tous, qui est un programme d'accompagnement à destination d'entrepreneurs ambitieux qui souhaitent pouvoir développer de manière pérenne leur activité. Programme qui a été créé par mon ami qui vous salue, Laurent Hannet, qui est une semaine au ski. Voilà, salut Laurent, si tu te connectes, je te fais un coucou. Il est hors Merlette. Voilà, et j'espère que tu as beau temps, Laurent, que tu passes une belle semaine. Donc, Croissance pour tous à destination des entrepreneurs. Et donc, ce programme, vous allez retrouver différents types de contenus qui vous prend là, entre guillemets, par la main pendant 90 jours pour vous aider à mettre en place votre stratégie de croissance. Et parmi tous ces contenus, vous avez les masterclass hebdomadaires qu'on a du coup ouvertes au grand public. Et dans ces masterclass, l'idée, c'est de vous apporter, d'essayer en toute humilité, de vous apporter un maximum de valeur sur plein de sujets dont on a besoin pour entreprendre, à savoir le marketing, la vente, le digital, l'intelligence artificielle et comment cultiver et garder un esprit de croissance, ma chère Sylvie, comment travailler son mindset. Parce que quand on est entrepreneur et également commercial, la vie n'est pas toujours facile et donc savoir faire preuve de résilience, savoir garder un esprit positif, c'est une chose essentielle pour mener à bien ses activités. J'en profite également, comme chaque semaine, pour vous dire que si dans vos entourages respectifs, vous avez des personnes qui seraient intéressées pour intervenir dans nos masterclass, qui se sentent légitimes pour intervenir sur ces différents sujets, encore une fois, que sont la vente, le marketing, le digital ou le mindset, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Laurent et vers moi, et on serait ravis de vous faire participer à ces masterclass. Ces masterclass, c'est aussi le moment de partager des témoignages d'autres entrepreneurs qui ont réussi dans ce programme Croissance pour tous. Et donc, vous allez retrouver dans les semaines qui viennent des entrepreneurs qui ont mis en place toutes les techniques et toutes les bonnes pratiques qu'on partage avec vous. Et donc, je trouve ça aussi très intéressant d'avoir le retour de différents entrepreneurs dans des secteurs d'activité différents qui mettent en place ces stratégies de croissance. Alors, ma chère Sylvie, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet épineux. Donc, je suis vraiment ravi que tu sois là parmi nous. Tu peux nous faire un petit bonjour, Sylvie, pour voir si tout le monde t'entend. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je t'entends de manière impeccable. Le son est impeccable. Alors, Sylvie, aujourd'hui, on va parler gestion du temps. Moi, j'ai coutume de dire que dans nos vies respectives, on a deux choses qui sont extrêmement précieuses. Un, c'est notre énergie, qui va avec la santé, bien évidemment, parce que sans énergie, on n'avance pas. Et deux, c'est le temps. Et derrière la gestion de notre temps, il se cache beaucoup, beaucoup de choses, hein. Souvent, on peut dire, j'ai pas le temps. Enfin, quand on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas pris le temps. Parce que quand on a envie de faire des choses, on les fait. Et donc, peut-être que derrière se cachent aussi certains phénomènes de procrastination. On en reparlera peut-être. Oui. Mais voilà, c'est vrai que la gestion du temps, c'est un vrai sujet. Je suis vraiment, vraiment heureux et content de t'entendre sur cette gestion du temps dans le temps qui nous est imparti. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez intervenir
quand bon vous semble. Pour celles et ceux qui nous écoutent depuis LinkedIn, il peut y avoir un petit décalage, mais là aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone commentaires associée. Et ma chère Sylvie, je me permettrai bien évidemment de t'interrompre et de te couper le cas échéant si j'ai des questions des internautes. Oui, tout Alors à fait. Sylvie, Je perds sur le la gestion du contact. temps. Voilà, sinon. Pardon? Sinon, enfin, comme je perds le contact, je te demande effectivement de m'interrompre. Bien sûr, Ouais. exactement. Donc Sylvie, comment on fait pour avoir une gestion du temps la plus optimum et la plus efficace possible pour mener à bien nos activités? Alors, comment on fait d'abord? Je voudrais juste me positionner. Je ne suis pas une donneuse de leçons parce que effectivement, chacun a sa façon de gérer le temps. Juste en termes de présentation, je suis coach en entreprise et donc c'est pour ça qu'effectivement, j'interviens sur ces sujets de mindset et je travaille sur les dimensions d'efficience et de plaisir. Donc, c'est vraiment important cette introduction. Et l'idée, c'était de me dire finalement, je travaille avec des entrepreneurs. Olivier propose un programme pour les entrepreneurs. Et effectivement, cette notion de temps, elle est complexe à gérer. Et donc, je voulais vous proposer ce petit temps pour vous permettre d'y réfléchir. Voilà. Donc, je ne suis pas une donneuse de leçons sur la gestion du temps, mais plutôt, je vous aide à prendre du recul sur ces notions-là. Et je vais partager mon écran. Paf. Euh, Tout le monde voit bien l'écran? Très bien, Sylvie. Super. Euh, Paf. Pour vous poser déjà d'entrée de jeu, blâme, interaction. Vous avez pris le temps et trouvé du temps pour assister à cette masterclass. Et j'ai envie de vous demander pourquoi. On fait pas les choses comme ça sans se poser de questions. Et donc, j'aimerais bien savoir ce qui vous a fait prioriser dans votre agenda cette masterclass. Alors vous pouvez répondre dans le chat. Je vais mettre ici. Voilà, ça fait Ouais. partie de ces premières règles dans la gestion du temps, de pas faire les choses de façon automatique, mais de se dire finalement pourquoi est-ce que j'ai choisi d'accorder ce temps à cette masterclass. Est-ce que Prendre du temps pour gérer le temps, nous dit Michel. prendre du temps pour gérer le Gérer. temps, ouais. Est-ce que tu as d'autres réactions? Ah oui, 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 c'est sur ma pause déjeuner. Jonathan, mais tu es où, Jonathan? Si tu es en train de déjeuner. Bon, l'idée effectivement, comme tu J'étais l'as dit, disponible. Clin d'œil de ouais. Jean-Philippe. Disponible, la disponibilité. Comme tu disais, Olivier, en introduction, effectivement, le temps, c'est précieux. Et quand on est particulièrement un entrepreneur et qu'on doit gérer ses coûts, ses recettes, eh bien, on peut se dire que le temps, la perte de temps, ça peut être la plus coûteuse des dépenses. Et c'est pour ça que on a choisi avec Olivier et Laurent de vous proposer cette thématique. Euh, et cette thématique, elle est intéressante dans la mesure où c'est un sujet, le temps, qui a été inventé par l'homme. Alors je trouve ça absolument génial cette idée-là, c'est que effectivement le temps c'est une ressource précieuse et on s'est fait piéger à notre propre jeu en inventant un concept qu'on a du mal à gérer. Bon, c'est un peu la particularité des êtres humains, d'inventer des trucs qui les dépassent. Une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, je veux revenir un peu sur justement ce concept et l'invention de ce concept et de poser en fait quelques bases qui vont nous permettre de réfléchir à cette notion de temps et notamment revenir effectivement à ce que les Grecs ont défini comme temps. C'est intéressant de se dire que finalement, derrière la notion de temps, il y a trois dimensions. La dimension qui appelle la gestion du temps, c'est la dimension du temps chronos.
c'est le temps physique, le temps objectif, qui est mesurable, qui amène à la performance, à l'efficacité. C'est celui qu'on évoque quand on se dit, en fait, j'ai pas le temps, je manque de temps. Ça, c'est la dimension qu'on appelle chronos du temps. La deuxième dimension qui se cache derrière ce mot temps, c'est ce que les Grecs ont appelé le temps kéros, ou le temps métaphysique, subjectif, la façon dont je ressens le temps, la façon dont je le vis. Quand on se dit, par exemple, j'aimerais que le temps ralentisse. Là, on est sur une façon d'aborder le temps sur son ressenti. On le ressent à l'intérieur de son corps. Et la troisième dimension du temps, c'est l'aion, aion. J'ai pas fait de grec, j'ai fait le latin. L'aion qui appelle au temps cyclique, celui de la réalisation personnelle. Il y a une notion de spiritualité dans ce temps-là, où on se dit, bah, finalement, c'est le temps qu'on évoque quand on se dit, ben, j'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de ma vie. Et finalement, faire ce temps d'arrêt sur ces trois notions, c'est une façon aussi de rentrer, c'est une façon de rentrer dans la façon dont on va aborder le temps, dans notre gestion du temps. Et effectivement, dans une même situation, eh ben, on va pouvoir réagir différemment selon la façon dont on aborde ce temps. Si je suis dans un embouteillage, que ça fait 1 heure que je suis dans cet embouteillage, si j'appréhende le temps dans sa dimension chronos, je peux me dire que c'est une perte d'efficacité et une perte de performance. Si je l'aborde dans une dimension plutôt kéros, ça peut être une opportunité pour moi de vivre le temps au ralenti et de réfléchir, d'élaborer, finalement, je suis dans une petite bulle dans ma voiture, même si effectivement je suis coincée dans les bouchons. Et je peux aussi avoir une autre réaction si je suis dans le temps aion. Ça va plutôt venir me questionner sur finalement si cette heure de bouchon, elle se répète tous les jours, je vais peut-être en venir à me questionner sur finalement, est-ce que je suis en train de gérer le bon équilibre vie pro, vie perso? Qu'est-ce que je fous tous les matins 1 heure dans les bouchons? Et à ce moment-là, je vais prendre des décisions qui vont être différentes. Voilà, ce qui me semblait important en fait en termes d'introduction dans ce sujet autour de la gestion du temps, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'une façon d'aborder le temps. Il y en a trois. OK? Et quand on parle de gestion du temps, comme je le disais, la première dimension, la dimension qui s'active, c'est la dimension chronos. Et donc, quand on fait un atelier ou une masterclass sur la gestion du temps, c'est toujours intéressant de repartir avec des petites méthodes, des petites pratiques. Donc, je ne vais pas faillir à la tradition et je vais partager quelques règles d'or de gestion du temps et on va voir comment il est évident ou pas de les appliquer. Mais avant de partager celles qui me semblent importantes, j'aimerais bien savoir quelles sont vos bonnes pratiques à vous en termes de gestion du temps. Est-ce que vous avez des choses à partager au groupe? Non, est-ce que vous avez des bonnes pratiques en termes de gestion du temps? Alors moi, je les partagerai après, mais c'est vrai que j'ai mis en pratique des. D'ailleurs, j'en parlais avec mon associé Arnaud juste avant de rentrer dans ce masterclass. Il me dit, tu fais quoi? Ben, j'ai ma masterclass sur la gestion du temps. Il me disait, ah ouais, super. Et on parlait gestion du temps. C'est vrai que moi, j'ai mis en place un truc qui a changé ma vie il y a quelques années sur la gestion du temps, mais je serais curieux de vous entendre sur ce que vous mettez en place pour du coup essayer de bien ou mieux gérer votre temps. Quelles sont vos pratiques? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Jonathan qui nous dit planifier la semaine suivante le vendredi soir, par exemple. Ok, planifier. Planification. Ouais. À courte échéance, j'entends. À courte échéance. Bah là, on est Ouais, à courte échéance, non, le vendredi soir, tout à par fait. exemple, pour la Voilà, semaine, c'est ça? planifier à courte échéance, exactement. Ouais. Bonne pratique. Ouais. Il y a Jean-Philippe qui est du coup un peu désespéré. Il dit, je n'ai justement pas de bonnes pratiques pour le moment, sinon me lever tôt. Me lever tôt. Ouais, il se Ok. lève tôt, Jean-Philippe. Eh ben ça, c'est une bonne pratique. Comme ça, Ouais, bonne on étire pratique. le temps. Je vois qu'il y a des experts. Il y en a qui commencent à nous parler du quadrant urgent important. Ah, Là, il y a du niveau.
Super. Christine nous dit regardez mes emails 2 fois par jour. Ok. Donc gérer parce que je pourrais entendre les phases d'interruption, les emails qui viennent en permanence nous parasiter. Là, c'est une gestion en fait du parasitage. Est-ce que je pourrais entendre ça? On va laisser Christine répondre, mais ça ressemble à ça, effectivement. Et puis j'ai Michel. Alors ça, c'est très intéressant, Michel, ce que vient de dire Michel, je trouve. On pourra en discuter. C'est quand on est le seul, c'est plutôt au jour le jour. Donc Michel, c'est ça, Michel, c'est au jour le jour. Oui, c'est ça. Christine. Donc Christine, oui, c'est ça. C'est les interruptions. Michel, c'est ça. Ouais. Exactement. Ok. Au jour le jour. Ok. Gérer son temps au jour le jour. Est-ce que tu as est-ce que quand tu dis, Michel, que tu gères ton temps au jour le jour, concrètement, ça ressemble à quoi? Je vois Michel qui est en train de nous répondre dans le chat. Alors, sur LinkedIn aussi, nous avons bonjour Karine. Tiens, alors, Karine, donc il y a Karine Peter, que tu connais bien, Mais tout à fait. Sylvie, qui nous dit une tâche qui prend moins de 10 minutes, je la fais tout de suite. Inbox zéro et j'essaie de ne la consulter que 2 fois par ma demi-journée. Ok. Oui, donc une tâche qui prend moins de 10 minutes, elle la fait tout de suite. Ouais. Voilà, ça je trouve ça hyper intéressant. Et après, inbox zéro, j'imagine que Karine fait référence à sa boîte mail, et elle essaye de la consulter que 2 fois par demi-journée. Ok. Donc c'est la gestion des interruptions email. Même C'est technique ça. que Ça Christine. revient à l'email, hein. Ouais. Même technique que Christine. Ok. Bon, top. Effectivement, il y en a plein des bonnes pratiques. Il y en a effectivement plein. Et en fait, une bonne pratique, c'est une pratique qui est efficace pour soi. C'est la base. On est d'accord. Je rebondis encore sur Michel qui a du coup eu le temps d'expliciter. Une journée dépend de plein de choses. Un courrier, une urgence, un problème de livraison, une masterclass, Michel. Les rendez-vous annulés ou reportés. La liste est longue. Voilà, donc Michel, en fait, Michel, il gère un peu tu gères le flux, quoi. Je pourrais, voilà, C'est gérer le ça. flux. Ouais, gérer le flux. Il pourrait, Michel, y avoir une notion de euh, subir et pas forcément piloter. Et Voilà. ouais, Et donc, intéressant. sans jugement, Non, en tout où cas, est la frontière, quoi. l'effet miroir, c'est de se dire à quel moment je suis aux commandes et à quel moment je me fais dépasser par tout ça. Alors, comment on fait, Sylvie? C'est trop tôt Ok, pour pas subir. Alors, j'en ai identifié trois qui sont parmi les plus connus et en fait, mais qui ont leur efficacité et que j'aimerais un peu développer par la suite. Donc, il y en a trois qui me semblent vraiment importantes parmi toutes celles qui existent. C'est identifier ce qu'on appelle ces gros cailloux, ces grosses priorités. On va voir ce que c'est. Définir ses priorités et se fixer des délais courts pour leur réalisation. Alors, il y avait une notion tout à l'heure de planifier avec des échéances courtes. Il y a Karine qui évoquait aussi la notion de 10 minutes, effectivement. Ça fait partie voilà, de ces bonnes pratiques. Et enfin, séquencer son travail, une tâche à la fois, qui pourrait faire appel à ce que Christine et Karine mettent en place quand elles évitent les parasitages, pour être concentrées sur une tâche à la fois. Si je reviens sur l'idée de gros cailloux et bon, je me suis amusée à reprendre certaines lois parce que souvent on retient avec des moyens mémotechniques. Ces gros cailloux, c'est finalement, si vous vous souvenez de cette loi de Pareto, qui dit que l'essentiel prend peu de temps et l'accessoire beaucoup, où 80% de nos efforts finalement sont focalisés sur uniquement 20% du résultat. Eh bien, si on commence à remplir le bocal par tout l'accessoire, eh ben les gros cailloux, les priorités, ceux qui vont impacter notre business, si on les met à la fin, bah, ça va pas être super efficient pour nous. Et donc cette métaphore, elle est souvent utilisée, celle des gros cailloux,
L'idée, c'est de remplir le bocal différemment. Je commence par les gros cailloux, je rajoute les petits et ensuite le sable à la fin. Et cette notion-là, elle est vraiment importante de se dire que les résultats sont inversement proportionnels au temps et aux efforts qu'on va consacrer. Et donc, en bonne pratique, même si Michel gère ses priorités au jour le jour, si dans les priorités du jour le jour, vous arrivez à intégrer et identifier ces gros cailloux à traiter en premier, ça peut faire partie effectivement de sujets d'optimisation de l'efficacité de votre temps. Enfin, que je comprenne Ok. bien les gros cailloux, Sylvie, c'est quoi? C'est les éléments perturbateurs, c'est ça? C'est Les les... gros cailloux, c'est finalement, si je ne fais pas cette action-là, qu'est-ce que je risque? Ou voilà, c'est vraiment fonctionner en risque-opportunité. Ma journée, ma semaine, mon mois, si je ne fais pas telle action, ça me met dans le rouge. Ça, c'est un gros caillou. C'est les incontournables. C'est plus clair dans ce sens? Très clair. Ok. Si je suis un commercial, si je contacte pas chaque semaine, si je consacre pas au moins chaque semaine ou chaque jour un certain temps à la prospection, eh bien en fait, je vais procrastiner et je vais éviter en fait, enfin je vais limiter mon efficacité commerciale. Voilà, si je prends un exemple au niveau du commercial. Ok, Et donc mon puis, gros. on sait que tout le monde, les entrepreneurs, même les commerciaux les plus aguerris, adorent planifier dans leur agenda ces sessions de prospection. Et en plus, ils s'y Exactement. tiennent. Ça, c'est vraiment le truc que tout le monde adore faire. Voilà. Donc en fonction des profils, il y en a qui vont adorer. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire qu'ils ont peut-être mieux à gérer. Bah, Voilà, ça fait des parties des gros cailloux. c'est mal tombé, pas de bol. Au moment où j'allais démarrer la prospection, j'ai reçu un email urgent qu'il fallait absolument que je traite tout de suite. Et Exactement. en plus, il m'a pris 2 heures à traiter cet email. Putain, j'ai vraiment pas de bol, quoi. Ouais, c'est pas ma faute. Il C'est y a pas une ma sorte de faute. c'est pas ma faute. Non. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le prospecter. Je pense qu'on est clair. On est un peu lourd là, Olivier. Non, mais je me vois là. Ouais. C'est de l'autodérision. Voilà. Mais donc effectivement, c'est là-dessus. Et c'est de se dire finalement par rapport au développement, à la pérennité de mon business, de mon activité, par rapport aux ambitions que je me suis fixées, c'est quoi les choses auxquelles je dois absolument me coller. Et c'est ça mes gros cailloux. OK? La deuxième loi que je voulais partager avec vous, c'est la loi de Parkinson. Euh, Parkinson, qui n'est pas du tout celui qui fait référence à la maladie de Parkinson, c'est un historien britannique qui a posé le postulat que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on dispose de temps pour accomplir une tâche, plus cette tâche aura tendance à s'étirer au-delà du temps nécessaire. Par exemple, si je dispose d'une heure de temps pour faire une proposition commerciale, je vais la faire en une heure. Si je dispose d'une journée, eh ben, je vais la faire en une journée. Et c'est une loi qui est naturelle. On étire la tâche en fonction du temps dont on dispose. Et c'est là que notre copain Eisenhower et sa fameuse matrice va nous aider peut nous aider à justement contrecarrer cette loi de Parkinson. Et certains l'ont évoqué tout à l'heure dans le chat, effectivement, une fois qu'on a priorisé ou identifié toute une liste de priorités, qu'ils soient des gros cailloux ou des cailloux moyens, l'idée c'est de se dire finalement, est-ce que cette tâche elle est importante et est-ce qu'elle est urgente? Urgente, ça doit être fait maintenant, c'est pas possible de le faire plus tard. Et importante, c'est finalement s'il y a qu'une seule chose que je devais faire d'ici ce soir, ce serait laquelle? Pour vous donner un peu des repères. Qui Ok. avait déjà vu, qui connaît la matrice d'Eisenhower? Première question. Et deuxième question, qui l'utilise? Pour ceux qui la connaissent.
ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai découvert ça. Voilà, Ouais, tu j'ai l'utilises comment du découvert. coup? Ah ben, du coup, ça, c'est une très bonne question, ma chère Sylvie, parce que c'est bien. Voilà, À donc, découvrir. et Christine, je connais, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Voilà. Jonathan, je connais, mais j'utilise sans vraiment y penser. Excellent. Le, la clé, à mon sens, mais alors je parle sous ton autorité, ma chère Sylvie, je pense que la clé et l'enjeu, c'est en bas à droite, c'est dans la planification. C'est comment on exécute la planification. Les, et en plus, un, un dirigeant, un entrepreneur, il doit passer, à mon sens, 70% de son temps sur le développement de son entreprise et non pas à gérer le quotidien, le tout venant, qui sont que des parasites. Et donc, pour ça, une des clés, en tout cas, moi, ça a changé quand je vois ce que je faisais il y a 5 6 ans et ce que j'arrive à faire maintenant en travaillant moins. C'est dans la planification. Et dans la planification, j'ai fait un truc tout bête, là, que je partage avec vous. C'est je prends dans l'agenda et j'écris, je grave dans l'agenda ce qui est important à faire dans la semaine et voire même les semaines à venir. Voilà. C'est gravé dans l'agenda. Et donc, quand j'arrive le matin, alors l'agenda, moi, je prends toujours 10 minutes la veille pour le lendemain à regarder ce qui m'attend le lendemain. Et puis, j'ai construit mon agenda. Donc, j'ai construit ma journée, j'ai planifié. T'as Donc, pour piloté exécuter et aux la commandes. planification, Ouais, tu pilotes. je pilote. Voilà, je l'ai gravé dans le marbre, dans l'agenda. Voilà. Ma journée, elle est écrite d'avance et je prends vous voyez cet objet-là, c'est une horreur, ce truc, hein. Voilà, c'est ça, c'est notre ennemi. Notre ennemi. Donc lui, je le prends, je le mets en silencieux et puis je le cache. Voilà. Je le mets là-bas et je le prends pas. Sauf quand je fais les masterclass parce que je reçois plein de textos. Mais voilà. Donc ça, c'est une technique et franchement qui a bien marché. Après, ça a bien marché pour moi, mais pas dire que ça marcherait pour d'autres, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus, ma chère Sylvie. Je trouve qu'effectivement, cette façon cette case-là, la planification, elle permet justement de piloter son temps dans la durée. Avec toi, tu parles d'une échéance à la semaine, mais effectivement, j'ai le contrôle sur mon agenda et j'ai le contrôle sur les choses ce que j'identifie comme importantes à réaliser. Et ensuite, la deuxième case qui me semble aussi importante à regarder, c'est l'urgent et l'important. Et on a parfois tendance à considérer que tout est urgent et tout est important. Et donc celui-là, cette case-là, elle est un peu, c'est un peu notre petit démon, surtout quand on est aux commandes de son entreprise. Et du coup, ce que je vous inviterais à faire, c'est bien avoir en tête ce qui est urgent, c'est ce qui ne pourra être effectué plus tard. Et vraiment de se dire, c'est vraiment urgent. Posez-vous la question, c'est est-ce que ça doit vraiment être effectué maintenant? Juste ce petit temps de recul. Ça, c'est la première chose. Et l'important, c'est si je n'avais qu'une seule chose à faire d'ici ce soir, est-ce que ce serait celle-là? Et ça, en fait, ça vient contrecarrer nos petits démons naturels, à se dire tout est urgent, tout est important. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi que la case en bas à droite de la planification est clé. Et la case en haut à droite, elle est également clé parce que c'est là que vient se nicher nos petits démons. Et donc, si je peux me permettre, ma chère Sylvie, pour justement essayer un peu de petit à petit se débarrasser de nos petits démons, Ouais, je me suis aperçu avec le temps que quand on avait une bonne planification et qu'on s'exécutait à sa planification, hein, parce que si je planifie et que je fais pas, ça sert à rien. ça sert Donc, à rien. si je planifie et que j'exécute, eh ben, je me suis aperçu avec le temps que la case en haut à droite, eh ben, elle diminue. Génial. Implacable. Effet collatéral, positif. Effet collatéral. Voilà. C'est donc le cercle vertueux de la planification permet naturellement, puisqu'on planifie, d'avoir moins d'urgences importantes à gérer. Cercle Exactement. vertueux. Mm. Et la planification, je redirais aussi sur la notion de délai court, qui est ta bonne pratique. Alors, je me Planifier permets sur des délais de courts. t'interrompre, parce que j'ai une question qui est Bien sûr. de notre ami Jonathan, qui est au Canada, Mhm. je précise. Donc, Jonathan nous dit, Sylvie, après la case faire, on m'avait dit qu'il valait mieux traiter d'abord le délégué que le planifié. Est-ce que vous confirmez?
Euh, alors, l'ordre, ce serait à faire, c'est faire, planifier, déléguer, abandonner. C'est l'ordre. La théorie. La bonne théorie, c'est celle-là. Ah, je vais l'écrire. En Mm. théorie, C'est faire, planifier, déléguer, abandonner. En termes faire, d'impact sur l'efficacité et le business. Enfin, l'efficacité et la performance. Faire, planifier, déléguer, abandonner. faire planifier, déléguer, abandonner. Et dans le temps, une fois qu'on met en pratique ça, avec une bonne planification, on devrait petit à petit réduire la case faire. On devrait réduire la casse faire. Euh, Ou pas. En fait, on devrait réduire ce qui est, oui, urgent, important. Effectivement, on fait de toute façon toujours, Bah mais oui, toujours. voilà. Je dirais faire sans subir. Voilà, je rajouterais ça. Faire Faire sans sans subir. subir. C'est vrai que l'urgence nous fait subir. Ouais, En tout cas, c'est la perception, la notion d'urgence. ouais. Et en miroir de la loi de Parkinson, se donner des délais, avoir conscience des délais pour éviter justement ce parasitage de la tâche s'étire sur tout le temps qu'on alloue. Et c'est ça et ça c'est important. Je me permets d'avancer Vas-y, vas-y. dans la maîtrise du temps. Il y a Michel qui aimerait bien remplir la case déléguée. C'est une petite boutade. Merci, Oui. Michel. Et puis, il y a Jonathan qui a répondu, du coup, en disant, OK, l'explication était que l'urgent allait devenir important. Mais dans les faits, je commence toujours par planifier. Ok, ok. Bon, on a évoqué, on a eu ce temps d'interaction. Je passe sur la troisième loi, qui est la loi de Carlson, qui nous dit que Ça, j'aime bien ça. cet économiste suédois, donc Carlson, pour ceux qui aiment savoir d'où viennent les lois, un travail réalisé en continu demande moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Et là, je reprends les bonnes pratiques de Christine et de Karine. Effectivement, cette loi de Carson, elle vient nous dire attention aux interruptions parce qu'une tâche prend plus de temps à réaliser si on y revient plusieurs fois. Et, euh, et Carlson met en avant l'importance de porter son attention sur une tâche de façon durable. Et pour ça, il y a la méthode Pomodoro qui peut aider justement alors au-delà de je consulte mes mails, enfin je ferme ma boîte mail, etc. Il y a aussi une façon de gérer son temps avec cette méthode que Olivier tu pratiques. Tu m'as partagé ça en préparation de la masterclass. Et cette méthode, elle nous permet justement d'aider notre cerveau à être hyper productif. Notre cerveau, il est programmé pour faire une tâche à la fois, alors que la vie nous amène à l'exposer à du multitâche. Si on est en monotâche, Pomodoro, qui est le minuteur en forme de tomate, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, le monsieur qui a inventé ça a identifié que si on consacrait 25 minutes de travail consécutives, 5 minutes de pause, qu'on répète 3 fois l'opération et qu'on s'accorde à la fin 30 minutes de pause, eh bien notre cerveau est plus efficace dans la production. Donc, les bonnes idées pour éviter les interruptions et cette méthode que tu appliques, Olivier, et qui permet au cerveau d'être en monotâche et donc plus efficace. En monotâche pour être plus efficace. Et puis, il y a aussi la notion, on avait reçu, enfin, moi, j'avais reçu un spécialiste mondial du cerveau, là, qui est un chercheur à l'Institut Pasteur, enfin, bref, qui nous expliquait, ben, le cerveau, il a besoin d'être oxygéné régulièrement. Et donc, c'est vrai qu'en préparant la masterclass, je t'expliquais qu'à un moment, mon bureau il est au deuxième étage. Et donc, Mm. ben, qu'après un certain nombre de temps, j'aime bien régulièrement sortir du bureau, prendre l'air. Je fais le tour de la place Miolis, là, à Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent, et puis je remonte. Et ben voilà, mais c'est vraiment littéralement pour oxygéner mon cerveau. Voilà. Et pour qui permet après, derrière, d'être plus apte à la tâche Ouais. qui suit. Et si tu sors oxygéné et que tu fais le tour de la place, tu actives aussi le fait que ton cerveau ne fonctionne plus de façon statique,
mais tu l'as mis en mouvement à travers C'est ça. Mm. la dimension corporelle. Et ça va activer aussi les ressources du cerveau. Parfait, les pratiques de gestion du temps, c'est toi qui aurais dû faire cette masterclass Pas du aujourd'hui. tout. Je veux dire, pas du tout. Je sais pas si ce que je fais, c'est bien, c'est ce que je fais. Bon, pour l'instant, ça me réussit pas trop mal, mais puis petite astuce que nous avait prodigué le professeur sur le cerveau le matin. C'est ce que vous faites déjà, mais pareil, le matin, quand vous vous levez, essayez très vite d'aller prendre l'air, donc pour ouvrir la fenêtre, etc. Et puis de boire un grand verre d'eau. Le cerveau, il a besoin d'être réhydraté. Ça, c'est pour ceux qui ne le font pas, faites, vous allez voir l'impact. Super. On a, ouais. Mais en fait, tu as raison. En introduction, tu parlais d'énergie et de temps. En fait, tout est lié. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Donc on a parlé, on a fait un petit peu le tour de temps chronos, cette gestion du Michel. temps. Qu'est-ce qu'il y a? Michel qui me fait rire. Il me dit, moi, je Ah. veux vendre des appareils pour que les gens puissent récupérer, comme quoi les cordonniers sont les plus mal chaussés. Michel, moi, je vends du digital depuis 10 ans et je fais du stream que depuis 3 mois. Tu vois, on parle de cordonnier, tu vois, c'est comme ça. Voilà. Ce que je vends à mes clients, je me l'applique pas moi-même. Elle est belle l'histoire, hein. Et il est possible de contrecarrer ça à partir du moment où on a conscience. On peut mettre en place des actions C'est pour ça, inverser la tendance. exactement. Donc voilà, on a partagé ensemble des bonnes pratiques. Moi, je vous ai partagé quelques règles. Encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est en gestion du temps, de s'appliquer des choses, des petites recettes, des petits pas qui nous parlent. Parce qu'une recette qui nous parlera pas, on va plutôt te mettre soit on l'applique pas, soit on se met en situation d'échec et c'est pas forcément favorable. On n'active pas les bonnes zones du cerveau pour revenir au cerveau. Alors, Sylvie, ce qui est compliqué, souvent, c'est comment on change les habitudes. Comment on Est-ce change les que, habitudes? comment on Déjà, fait, là, donc là, ouais. on écoute une masterclass, on apprend des trucs, on dit, tiens, ouais, je connaissais pas la matrice, la planification, etc. Bon, c'est super, très bien. Mais concrètement, derrière, si je veux essayer de mettre en application, eh bien, les habitudes ont la vie dure, elles sont tenaces. Et donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils, des tips à partager avec nous pour justement sur la mise en mouvement, la mise en action, pour essayer justement d'aller concrètement pouvoir essayer de s'améliorer tout simplement. Oui, en fait, C'est pas facile, hein? l'élément clé, et ça ne fait pas tout, mais un des éléments clés, c'est d'avoir conscience, déjà connaissance de ces règles qui fonctionnent, et ensuite d'avoir conscience de notre facilité ou nos difficultés à les mettre en place. Et c'est là qu'on va rentrer dans cette deuxième partie qui est finalement me connaissant tel que je me connais, qu'est-ce qui fait que j'y arrive ou que j'y arrive pas? Et c'est avant tout changement d'habitude, il y a une partie retour à soi qui est, bon, ben, je vais être gentil avec moi-même. Si j'y arrive pas, il y a forcément une raison. Et d'aller, en fait, explorer cette raison. Et à partir du moment où j'ai plus conscience de cette raison, je peux identifier des petits pas, des petits changements que je serais capable de faire. En fait, le changement d'habitude passe par la capacité à changer. Et la capacité à changer, c'est de se fixer des micro-objectifs. Et pourquoi est-ce qu'on se fixe des micro-objectifs? Parce que c'est plus facile de réussir et notre cerveau, il aime bien réussir, réussir, réussir. Et si je suis dans une dynamique positive de réussite, à ce moment-là, je peux enclencher durablement le changement. C'est ce qu'on fait avec les enfants en fait. Ouais. Bon, ça dépend la hauteur de la marche, mais vraiment, c'est de se dire Oui. comment est-ce qu'on se met des petites boucles de réussite pour donner à notre cerveau l'envie de continuer à changer ses habitudes. C'est là Voilà. haut de ceux qui disaient un voyage de milieu commence par un Commence par le petit premier pas. pas. Exactement. Exactement. On est dedans. Exactement. Et donc, effectivement, pour changer ses habitudes, il faut déjà comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et, euh, c'est intéressant, en fait, d'aller explorer cette dimension kéros, la notion de comment je ressens le temps.
si vous vous souvenez de ce que j'ai partagé en introduction, qui effectivement, ce ressenti du temps, il se construit à mesure de notre développement. En fait, c'est intéressant de savoir que la notion de temps, elle n'est pas innée chez l'individu et que l'enfant ne la possède pas en venant au monde. C'est une construction. Et donc, elle est intimement liée à notre éducation. La construction de la notion du temps, elle vient à la fin de la petite enfance, quand on apprend à lire l'heure. Et à ce moment-là, eh bien, on découvre ce que c'est que la mesure du temps. Avant 7 ans, l'enfant, il est dans une forme de pensée magique où, parce qu'il a décidé, ça va se passer. Il sait pas bien pourquoi telle chose arrive dans tel ordre. En fait, c'est juste que ça se passe. Et il est plutôt dans cet univers de la pensée magique où le temps n'est pas structuré. Et quand on sait ça, eh bien, en fait, on comprend qu'il y a certains de nos mécanismes archaïques de l'enfance qu'on embarque avec nous dans la vie adulte. Cette pensée magique autour du temps. Et également les injonctions, les recommandations que l'on a reçues de notre éducation quand on était enfant et qui ont aussi eu une influence sur notre rapport au temps. Et c'est cette dimension-là, en fait, que je voulais partager avec vous ce soir parce que c'est une façon pour nous d'identifier certains points de vigilance dans notre rapport au temps, dans notre façon de gérer le temps. Et parmi en fait ces petits points de vigilance, il y a deux notions que j'avais envie de partager avec vous. C'est la notion de nos conflits de priorité. Et je continue dans la perspective des lois. C'est Fraisse, qui est un psychologue français, qui a mis en avant la notion de plaisir dans notre perception du temps. Et effectivement, 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure, c'est-à-dire que quand je passe 1 heure à à rédiger un contrat hyper détaillé, ben j'ai l'impression que le temps il passe plus lentement que quand je fais 1 heure de sport si j'adore le sport, ou 1 heure à marcher si j'adore marcher. Et cette notion de plaisir et cet impact en fait sur notre rapport au temps qui fait que finalement ce qui nous plaît nous paraît plus bref et ce qui nous déplaît nous paraît plus long. Okay. Et partant de ce principe-là, eh bien, on a une tendance naturelle à gérer notre temps par l'envie, le côté archaïque, l'enfant. On a plutôt tendance quand on aborde une journée, quand on aborde des sujets, à commencer naturellement par ce qu'on a envie de faire. C'est bizarre ça. Spontanément, exactement. Je ne sais pas si ça correspond aussi à la façon dont Karine évoquait le fait qu'une tâche qui prend 10 minutes, je la fais tout de suite parce qu'il y a une forme de satisfaction à aller au bout. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais finalement, si on commence toujours par les tâches qu'on a envie de faire, quand il faut faire une certaine tâche, on va avoir plutôt tendance à procrastiner et à la repousser. Et donc, on est pris en conflit entre ce paradoxe entre le j'ai envie et il faut. Et donc, ce que nous propose Fraisse, c'est de se dire que finalement, plutôt que de commencer par une tâche que j'ai envie de faire, il vaudrait mieux commencer par une tâche à faire, qu'il faut faire en priorité, parce que la satisfaction que je retirerais d'avoir rempli une tâche qui me pèse un peu, elle est supérieure à celle pour une tâche qui me fait plaisir. Et donc, je vais avoir plus d'énergie, plus de motivation pour continuer mes tâches. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est très clair. En tout cas pour moi. Ok. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette façon d'attaquer vos journées sur je commence plutôt par du j'ai envie ou je commence plutôt par du il faut? Là, Jean-Philippe qui nous dit c'est tout moi. Le j'ai envie?
Il faudrait lui demander, mais oui, c'est ça, exactement. Ouais, mais Ok, moi, c'est pareil, hein, le, ce que t'as pas envie de faire, t'as tendance à le reculer, quoi. ouais, C'est fou. Et ça me rappelle, alors, parfois, ça me ramène à mon adolescence, au lycée, tu sais, quand tu avais la dissertation à faire pendant 3 semaines. Le truc, ouais. c'était l'horreur, quoi. Bon, genre, tu vois, ça m'a traumatisé à vie, hein. La dissertation pour dans 3 semaines, eh ben, tu l'as fait 2 jours avant, quoi. Et à chaque fois, je me disais, bon, allez, ce week-end, je la fais. Comme ça, moi, je serais pas embêté. Je la fais 2 semaines avant, tu parles. C'est jamais arrivé. Et Et voilà, on a tendance effectivement à commencer par ce qui nous fait plaisir. Et donc, si je fais le parallèle avec la matrice d'Eisenhower, c'est vachement intéressant cette matrice de l'appliquer compte tenu de ce que je viens de découvrir sur effectivement, je vais plutôt avoir tendance à commencer par ce que j'ai envie de faire. Et donc, est-ce que ce que j'ai envie, c'est prioritaire, c'est urgent ou pas? oui, Et là, on commence à faire des ponts entre les méthodes de gestion du temps et la façon en fait dont je vais aborder le temps. eh oui. C'est ces ponts-là. Et donc, au milieu de tout ça, on a un médiateur qui est notre Gemini Cricket, notre raison, celui qui vient se dire bon, ok, mais en fonction, mais bon, t'as quand même des échéances, t'as quand même des enjeux, et donc une partie de nous vient s'activer ou aurait tout intérêt à s'activer pour justement faire l'arbitre entre le j'ai envie et il faut. Et je vous propose quelques petites questions pour justement arbitrer avec cette posture de médiateur. C'est finalement par rapport à ce que je vais commencer à faire. Si je le fais pas, qu'est-ce que je risque? Si je le fais, qu'est-ce que je gagne? Et est-ce que c'est vraiment une opportunité de le faire maintenant? Et donc l'idée, c'est de quitter le mode pilote automatique dans la façon dont je fais les choses, mais effectivement de mettre un peu plus de conscience dans la façon de d'attaquer mes journées, de prioriser mes semaines, etc. Ça, c'est un bon tip, ça. Faut prendre ça en photo ou le mettre en post-it à côté de son ordinateur. J'aime bien ça. Il y a Christine qui nous dit, j'essaie le il faut, mais pas toujours facile. Du coup, je Ben oui. commence la journée par le j'ai envie de prendre mon petit déjeuner, de faire du sport, etc. Et le il faut est alors plus facile à effectuer. Pas mal. Eh ben, c'est une technique. Là, l'idée, c'est effectivement de se dire que naturellement, l'être humain commence par le j'ai envie et donc aurait tendance à repousser les tâches il faut. Et si ces tâches il faut, elles sont prioritaires, eh bien, en fait, je peux me mettre dans le rouge. Si vous avez, Christine, identifié une façon, en fait, de traiter vos il faut sans procrastiner, alors c'est la bonne méthode. Voilà. Il y a Cyril qui me dit, le... Cyril, c'est ma vie cette loi. Quid de l'agilité du coup? Alors attends, j'ai plusieurs commentaires. Il y a un décalage sur LinkedIn, hein, Ouais. Et je fais attention, Olivier, au temps aussi. Même si je Est-ce trouve que tu ça as géré sympa ton qu'il y ait temps? pas mal de réactions. Ouais. Oui. Euh, je ne connaissais pas, mais c'est une forme d'utilisation instinctive quand je ne me fais pas polluer par moi-même. Voilà. Intéressant cette loi. Quid de l'agilité? Voilà. Quid de Et, l'agilité? Eh bien, et l'agilité, c'est peut-être le médiateur, en fait. c'est C'est ça. effectivement de C'est se ma vie dire, cette loi. le médiateur, c'est celui qui va décider en conscience. En fait, c'est ça le sujet. C'est de remettre de la conscience et de reprendre le pilote de son organisation. Mais j'aime bien le Gemini Cricket, moi. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. Tu repasses en mode adulte. Bon, allez, on repasse aux Et, choses sérieuses. et j'ai plutôt envie de dire aussi que ces réflexions auxquelles je vous invite, elles sont particulièrement intéressantes en situation de stress, de crise, de pression. Dans la vie quotidienne, si vous avez arrivé à gérer votre temps et votre organisation et les sujets que vous avez à traiter de la façon dont vous le faites, il n'y a même pas de sujet sur la gestion du temps. En fait, le sujet de la gestion du temps, il vient quand on est sous pression. Et donc, quand on est sous pression, on va rentrer dans nos mécanismes archaïques, on va rentrer en pilote automatique. Et en fait, c'est ça que je viens vous proposer de questionner. C'est le pilote Complètement. automatique en situation de stress. Il y a Voilà. Christine qui rajoute qu'elle aime bien commencer par ce qu'elle n'aime pas pour justement en être plus vite débarrassée. Ouais. Et il y aurait une sorte de satisfaction, de circuit de la récompense qui, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais qui s'active.
Et donc, c'est une bonne chose. Oui, Donc, clairement. dans les clés Il y a une que conférence, d'ailleurs, je te coupe, il y a une conférence célèbre là-dessus, enfin une conférence. Ça tourne en boucle sur Instagram. Mais oui, c'était une conférence d'un général américain qui fait un speech devant les officiers et les sous-officiers et qui leur dit, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit tous les matins. T'as pas vu ce truc-là? je l'ai vu, si, je l'ai Ah ouais, vu. j'adore, j'adore. Et en fait, et puis il itère sur justement les bénéfices psychologiques de la tâche accomplie, sur le fait de pouvoir faire son lit tous les matins. J'adore. J'ai montré ça à mes filles. Parce qu'on va jusqu'au bout de la tâche. Effectivement, la tâche Exactement. accomplie, c'est aller au bout. C'est aller au Et, bout. on a plutôt tendance à être interrompu. Et c'est une course effrénée à finalement, j'ai engagé plein de choses et je suis pas allée au bout. Et il y a un côté frustrant aussi qui vient parasiter en fait notre action. Complètement. Ouais. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est quelques clés donc pour justement trouver le bon équilibre entre le j'ai envie et il faut. Et encore une fois, c'est intéressant de réfléchir à ça en situation de stress, en situation de temps contraint, d'urgence, etc. Donc alterner des tâches plaisantes, neutres et des tâches qui vous déplaisent. Commencez plutôt par les tâches qui déplaisent pour avoir une vraie satisfaction du travail. Utiliser notre petit médiateur, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans mon business, dans mon projet, et donc effectivement, ben, par quoi je dois commencer. Et c'est intéressant aussi de se dire que quand je dois aborder une tâche qui est pas forcément plaisante, essayer de se faire une préparation mentale en se disant bon ben un conditionnement mental en se disant bon ben ce truc là ça me saoule mais finalement c'est vraiment important parce que si je l'accomplis ça me permettra d'avancer plus rapidement sur mon projet, ça me permettra de gagner en visibilité, ça me permettra de trouver des bénéfices à cette tâche fastidieuse, ça permet aussi de changer l'énergie d'accomplissement de la tâche. On appelle ça de la visualisation positive. En fait, c'est du conditionnement Complètement. mental, hein, on se le dit. C'est ça. Mais ça aide. Et le deuxième concept ou le deuxième facteur qui peut nous influencer notre rapport au temps, même si on a plein, qui me semble intéressant, c'est celui en fait qui nous empêche justement d'avoir un bon médiateur et qui parasite. On a vu que notre médiateur, il nous aidait à piloter le il faut, j'ai envie. Eh bien, parfois, le médiateur, il est aussi parasité par ce qu'on appelle des diablotins. Des diablotins, c'est la façon dont, encore une fois, on a construit notre façon de faire, de penser, d'agir. Et ça vient aussi de notre enfance, comme quoi c'est intéressant de faire un travail sur soi pour essayer de comprendre comment on fonctionne et arriver effectivement à mieux se décoder. Et ces petits diablotins, c'est à la fois des moteurs dans notre réussite, mais aussi ils peuvent nous faire échouer. Et ces diablotins, ils sont répartis en 4 groupes. Il y a les diablotins de la pensée magique. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la pensée magique de l'enfant. Effectivement, c'est ceux qui sont restés, dans l'enfance et qui ont la croyance que de toute façon la vie est bien faite, que les choses vont se présenter comme il faut en temps et en heure, et de toute façon au bout du bout on va bien finir par y arriver. Et donc ça c'est fantastique parce que ça nous allège dans la façon d'aborder les sujets, mais ça peut aussi nous parasiter dans notre capacité à atteindre nos objectifs ou surtout à se fixer des objectifs ou à estimer des délais pour l'accomplir. Donc, notre petit médiateur qui serait influencé par la pensée magique, il pourrait nous faire surestimer ou sous-estimer il faut, nos fameuses priorités. Un autre diablotin, c'est le diablotin du non-choix. Ceux qui hésitent entre la solution A et la solution B et finalement qui restent coincés. Finalement, entre le il faut et le j'ai envie, je reste coincée. Et donc, je fais rien. Et qui hésite au moment de se lancer. Et ça, effectivement, bah, ça nous limite dans notre façon d'atteindre l'objectif parce qu'on ne sait jamais quelle option in fine choisir.
Et puis ça dilue aussi le diablotin du non-choix. Peut-être que certains se reconnaîtront. C'est que finalement, on doit faire ceci, on doit faire cela. Le on, c'est tout le monde et personne. Et donc, c'est jamais moi. Et donc, il y a une forme de dilution, en fait, de nos responsabilités dans les tâches à accomplir. Pardon. Euh, Autre type de diablotin, l'échec en cours de route. C'est que je sais me fixer un objectif, mais parfois, j'ai du mal à le tenir. Le diablotin de l'échec en cours de route, il s'active particulièrement chez les personnes ont du mal qui ont du mal à dire non. C'est-à-dire que elles vont toujours se rendre disponibles pour les autres. Et il y a une forme de le temps des autres est plus précieux que mon temps. Et donc, ça m'éloigne de l'atteinte de l'objectif. Ça, c'est moi, ça. Ouais. L'échec en cours de route, c'est aussi, on parlait du multitâche tout à l'heure, c'est effectivement, je pense qu'il faut tout aborder en même temps et je vais avoir tendance à la dispersion. Et donc, je vais me retrouver acculée face à une échéance. Et donc, si je me retrouve en temps contraint face à une échéance, j'ai plus de chances de rater mon objectif que de l'atteindre. Voilà. Et enfin, le dernier petit diablotin qui vient jouer sur notre médiateur, c'est l'échec sournois. C'est en fait celui qui vient se nicher dans notre capacité à jamais s'arrêter. Je suis dans une spirale où j'avance, 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 et je ne prends jamais le temps de m'arrêter pour me poser et me dire, tiens, par rapport à ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné. Et donc, du coup, je reproduis sans arrêt les mêmes modes de fonctionnement. Je reproduis ce qui va bien, mais je reproduis aussi ce que je pourrais optimiser. Et donc ça aussi, ça vient parasiter en fait dans notre gestion du temps. Est-ce que ça vous parle, ces petits diablotins qui viennent s'immiscer dans votre façon de gérer le temps? Tout le Michel qui temps. gère au jour le jour, par exemple. Est-ce que ça vous parle? J'apostrophe, en fait, c'est des noms que j'ai notés. Ah, oui, oui, oui. Mais effectivement, si ça vous parle, vous pouvez répondre, enfin répondre, ou le mentionner. Oui, tout à fait, dit Michel. Et oui, Jean-Philippe aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Et oui, c'est ces petits diablotins. Ah là là. Et donc, si vous vous reconnaissez dans nos petits empêcheurs de réussir, ou nos petits activateurs de l'échec qui viennent perturber notre volonté de bien gérer notre temps selon les règles qu'on a vues précédemment, Comment on fait? eh bien, il y a pareil quelques petits tips. Diablotin de la pensée magique, celui qui a du mal à se fixer des objectifs. Donc, si on n'arrive pas à se fixer des grands objectifs, au moins s'en fixer des tout petits. On contrecarre en fait le fait Complètement. effectivement, tout va bien se passer, mais il n'empêche que si je me fixe deux, trois petits objectifs, ça fait pas de mal. Mais ça, Euh, enfin, ne pas se fixer d'objectifs clairs, de grands objectifs ou de grands objectifs au singulier clairs, mhm. ça, c'est vraiment un mal qui ronge énormément d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que si on n'arrive pas à se fixer des grands objectifs ou un grand objectif, vaut mieux s'en fixer des tout petits. Ouais. Mais il faut s'en Avec fixer. notamment sur le manque de vision. Ça, on pourrait faire une masterclass là-dessus sur l'éparpillement. Tu vois, souvent, on essaye de mener plusieurs chantiers à la fois, puis on s'éparpille, on n'est pas focus, mais on fait tout ça. Hmm. Exactement. Mais c'est un moteur. C'est ça que le diablotin, c'est un moteur. C'est pour ça qu'on a réussi. Mais à certains moments, ça vient nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut pas l'enlever, en fait. C'est comme ça, effectivement, quand on est multitâche, quand on se disperse, c'est une façon aussi de pouvoir gérer plein de sujets en même temps. Mais avoir conscience du fait que la dispersion est un moteur pour moi, à un moment donné, il peut me limiter. Et à ce moment-là, je peux peut-être être multitâche, mais resserrée. Complètement. Voilà. Donc, se fixer un minimum d'agenda et les diablotins pensées magiques, ceux qui s'y retrouvent dedans, entourez-vous des personnes tenaces. J'adore cette proposition, qui n'est pas de moi, mais Hmm. voilà. Mais j'adore cette proposition parce qu'effectivement, quand on est un peu irréaliste, avoir des gens bien pragmatiques, bien les pieds sur terre, ça nous aide. Complètement. Ceux qui se retrouvent dans le diablotin du non-choix,
En fait, c'est intéressant de se dire que si les options sont bien étudiées, que l'option A se vaut autant que l'option B, bah tirez-la à pile ou face. Ça fait gagner du temps et ça permet aussi de voir sa peur en face et de se dire, bon, ok, finalement, j'ai bien étudié les options, les deux se valent, allez, go, j'y vais. Celle-là, elle me fait marrer aussi et elle est rigolote à appliquer. Parce qu'en fait, il y a pas de mauvais choix s'ils sont bien étudiés. C'est effectivement, c'est l'impact de la décision. Et on n'est plus sur le choix, on est sur la décision. Prendre une décision. Et on décale du coup la problématique. Je prends la décision de l'option A. Les diablotins de l'échec en cours de route, ceux qui s'y retrouvent, qui aiment bien justement se disperser ou rendre service plus que de raison, eh bien, gardez la dispersion, mais resserrez-la sur euh, moins de tâches. Ou alors, identifiez vos propres priorités. Parfois, les diablotins de l'échec en cours de route viennent parasiter et viennent limiter notre capacité à se poser sur nos priorités. Et donc, identifiez vos priorités. Et de l'échec sournois, ceux qui avancent tout le temps, sont tout le temps en mouvement, eh bien, planifiez, vous planifiez bien, eh bien, planifiez des moments de recul pour pouvoir optimiser la façon dont vous gérez votre temps. Voilà, ça peut. Mon idée, c'est pas de sonner enfin, ce sont pas des injonctions, c'est des axes de réflexion avec des pistes de réflexion. Complètement, Voilà. complètement. Parce qu'effectivement, plus on est conscient, plus on est éveillé, plus on est au pilote et aux commandes. Ah, mais merci Sylvie. Voilà, j'espère que vous repartez avec une vision élargie autour de cette gestion du temps et quelques clés à expérimenter. Ah bah oui, tu nous as mis quelques petits coups de pied gentiment derrière, c'est chouette. Bah, écoute, un grand merci Sylvie, merci de ton temps, merci de ton énergie, merci de ton temps, de ton enthousiasme. C'est vraiment toujours un plaisir que de t'avoir avec nous dans ces masterclass. D'ailleurs, je crois que nous en avons une qui est reprogrammée pour dans quelques temps sur la gestion des émotions, je crois, entre Et autres. sur le profil comportemental, l'utilisation des profils comportementaux dans l'approche commerciale. Voilà, donc ça c'est une intervention, mais on communiquera dessus. La semaine prochaine, on va revenir sur des sujets plus terre à terre et non et tout aussi importants. On va retourner dans l'univers du digital et on va parler référencement naturel avec plus de 3000 changements de l'algorithme Google par an et l'émergence de l'intelligence artificielle. On a trouvé intéressant avec Laurent d'animer une masterclass sur le sujet, notamment du coup comment en 2024 optimiser ses contenus grâce à l'intelligence artificielle pour pouvoir remonter dans les moteurs de recherche. Si vous vendez un produit ou un service qui est recherché sur Google, alors cette masterclass est faite pour vous. Le référencement, c'est stratégique. Google, le moteur de recherche, ça reste encore le meilleur moyen de pouvoir trouver des clients rapidement. Pour autant, il faut pouvoir remonter dans les résultats de recherche. Et donc, c'est ce qu'on verra avec la prochaine masterclass qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous remercie vivement déjà d'être venu, de votre participation, de vos questions, de nos échanges. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Salut Jean-Philippe, je te voyais en photo, mais là je te vois en vrai. Au revoir Michel, au revoir tout le monde. Un grand plaisir de vous avoir et salut Jonathan du Canada, génial. Et je vous dis peut-être certains d'entre vous à la semaine prochaine. Et encore merci Sylvie. Bonne À soirée. bientôt. Merci à vous.